deux douleurs dont tu es en train de parler. Toi qui connais très bien donc, les quartiers nord, pour y avoir grandi, pour en avoir été le maire pendant quelques années, c'est une douleur dont tu ressens l'écho chez les habitants, toujours aujourd'hui, plus aujourd'hui qu'hier. Je pense que plus ou moins les gens qui sont nos voisins, nos amis avec qui nous vivons, tous ceux qui ont eu un jour à se poser la question, nous devons partir du jour au lendemain. Il faut partir, c'est une nécessité. Perpétuer un petit peu, y compris au travers des vagues qui viendront ensuite, cette forme de douleur. Parce que j'essaie toujours de me mettre à la place de ces gens-là, bon, mes parents, mais d'autres, de tous ces immigrés. Du jour au lendemain, on quitte tout. On a eu une vie depuis des siècles. Je suis retourné plusieurs fois dans ce petit village d'Isola Bona, en Italie. Je suis allé à Cordoue, je suis resté plus de 2 mois dans la banlieue de Cordoue, un quartier qui s'appelle El Carpio, où étaient mes grands-parents, mes arrière-grands-parents maternels. Je suis allé en Arménie, à Yerevan, et j'ai essayé de refaire à partir de Sivas, etc., en Turquie, l'itinéraire, parce que je ne sais pas décrire si je ne vois pas. Je suis un romancier qui manque d'imagination, c'est dommage. Et donc, en voyant, je prends des notes et j'essaie de restituer. Et je suis allé aussi en Kabylie, à Demoun, où est parti donc, le papa de ma nièce Lila, qui est M. Zidane, qui est le papa de Zinedine Zidane. Parce que ma nièce, puisque oui, non, c'est Lila Zidane et ma nièce. On a épousé mon neveu, le fils de ma sœur. Donc, et j'ai vu qu'effectivement, c'est terrible cette douleur du jour au lendemain de dire, bon, c'est la misère le plus souvent, à part la branche espagnole. C'est la misère qui les a poussés. C'est terrible de dire, que prend-on? Le premier geste, c'est, vous allez partir demain ou après-demain, que va-t-on mettre dans nos baluchons? S'ils n'avaient pas de malles, de valises, etc. Et ça, cette douleur, pour répondre à ta question, excuse-moi, je ne l'ai pas oublié, mais je la sens un petit peu perdurer. Elle s'atténue au fur et à mesure, et que ce soit chez les Maghrébins, que ce soit chez les Espagnols, chez les Italiens, chez les Grecs, chez les Portugais que je connais, chez les Italiens. C'est toujours cette même douleur qui reste. Dans un chapitre sur Alep, je vois une phrase, les Turcs nous jetaient des regards hostiles, comme ça, sans raison. Oui, alors là, il y a des douleurs liées à la misère, et puis il y a, puisque je suis reparti faire l'itinéraire de mes parents arméniens, il y a quelque chose de pire. C'est ce que tu soulignes, Patrick, savoir, c'est le génocide. Donc, on est en 1915, mais il faut savoir que ce n'est pas un accident, le génocide. Il a été précédé, 20 ans plus tôt, en 1894-1895, par les massacres qui ont été du fait du sultan Abdulhamid. Et là, il y avait déjà eu plus de 500 000 personnes dans ces massacres. En 1908, Abdulhamid, les massacres hamidiens sont terminés parce qu'Abdulhamid, le sultan, est démis par ce qu'on appelait les jeunes Turcs, Enver Pacha et les autres, Talat Pacha. Et ces jeunes Turcs, au départ, ont été accueillis avec un immense soulagement par la communauté arménienne, parce qu'ils se sont dit, l'assassin de notre communauté est parti. Sauf que l'assassin revient 3 mois plus tard, il reprend le pouvoir, et les jeunes Turcs vont se cacher, vont être hébergés pour beaucoup chez les Arméniens, pour 1 an plus tard, mettre au point le génocide, en remerciement de l'aide que leur avaient porté les jeunes Arméniens. Il faut le savoir. Mais tout a été prémédité. Alors là, c'est des douleurs épouvantables. Et cette douleur dont tu parles, alors là, c'est plus du même niveau que celle du départ, dont je parlais, la misère, etc. Quels employés va-t-on choisir? Là, on n'avait rien à choisir. Entrepôt, à la Schlag, déjà, c'était un mot allemand, mais c'était déjà comme ça, puisque les Turcs étaient alliés des Allemands, à la Schlag, et c'était pour les détruire en route, pour les massacrer en route. Et on sait très bien qu'il y a eu, au bout du compte, 1,5 million d'Arméniens massacrés. Je n'ai pas voulu faire dans l'épouvante, parce que lire le génocide arménien, c'est, vous en sortez vraiment malade, vous ne vous en remettez pas. Et je n'ai pas voulu que mon lecteur
sortent de cet ouvrage, de la séquence du gros chapitre sur les Arméniens, dans cet état. Donc j'ai choisi quand même, c'est un peu l'exception, une famille et un certain nombre de familles qui, par miracle, vont en réchapper de ce périple de 1915, de mai 1915 jusqu'à fin 1916. Pratiquement 3% des familles seulement en réchapperont, familles arméniennes. Et moi j'ai pris une de ces familles qui en a échappé, puisque ensuite elle a fait sa souche à Saint-Antoine, beaucoup la connaissent, et d'ailleurs l'un des descendants derniers là a ouvert son cabinet dentaire à Saint-Antoine. Tu as choisi quand même de nous faire beaucoup voyager, de nous amener aussi dans le pays d'origine. Et dans le temps aussi, bien sûr, ça va compris. Oui, naturellement, partant à la recherche donc, de ses ancêtres, en allant sur place, en retrouvant les lieux d'où ils étaient partis. Je vois la première fois où j'étais à Isolabonne, les ruelles, je ne savais rien. Bon, la mairie m'a très bien reçu, j'ai fouillé dans les archives, et on m'a dit il y a des anciens, il y a des vieillards là, qui sont encore là, qui pourraient vous en parler. Effectivement, la mémoire est restée, même des parents. C'est-à-dire des arrière-petits-cousins qui étaient là, dont un qui a un commerce, l'autre un restaurant, des Aldo, des Moreau, des Armana, et qui sont encore, oui, des Aldo, oui, effectivement, je n'avais pas fait, mais c'est des Aldo, la famille Moreau, et la famille Armana, et ils sont encore là, effectivement, on retrouve sur place encore pourquoi sont-ils partis, le parfum. Alors, on nous décrit la misère de l'époque, c'était extrêmement intéressant. Donc, j'ai dû faire vivre, tu me dis, je fais voyager, oui, parce que, je le disais tout à l'heure, il faut que je me rende compte. Moi, parler de l'Arménie comme ça, brutto, je n'y arrivais pas. Parler de la Kabylie, même si je connaissais un petit peu l'Algérie, je n'y arrivais pas. Même chose pour l'Espagne, je suis allé à Cordoue, essayer de recréer un petit peu cette vie. C'est une jaquette que personnellement je trouve très descriptrice. Alors parce qu'elle dit bien le statut finalement de l'immigré. Il se retrouve, enfin moi je la lis comme ça, il se retrouve jeune enfant pratiquement au service de gens plus riches que lui et n'ayant aucun poids sur son propre sort. Est-ce que c'est une jaquette que tu as choisie toi? Est-ce que c'est assez passé avec l'éditeur? Est-ce que ce que je suis en train de dire, c'est un peu l'idée que tu voulais mettre dans cette jaquette? C'est exactement ça. Alors c'est moi qui l'ai choisi avec l'amabilité de deux de mes amis que tu connais très bien, Michel Métainier et Fernand Liard, qui ont beaucoup écrit sur Marseille et qui m'ont autorisé à reproduire cette vue de l'époque, donc au début du siècle à Marseille, du 19e, du 20e, pas du 21e. Et il s'agit des petits-enfants italiens, ce que l'on appelait les girovaghi, dont beaucoup sont partis de là où est parti mon arrière-grand-mère. Et c'était des marchands d'esclaves, il faut dire le mot, qui passaient dans les familles misérables à l'époque en Italie, et qui disaient aux parents, regardez, vos enfants crèvent de faim, ils ne vont pas à l'école, ils ne font rien, ils sont complètement affamés, nous les prenons et nous allons nous en occuper. La France, c'est un peu l'Eldorado. À Marseille, ils seront bien, ils iront à l'école, ils iront travailler, on les fournira. Et en fait, on les jetait aussitôt sur les trottoirs, c'était des marchands d'esclaves. Soit ils les jetaient sur les trottoirs, soit ils les louaient à des patrons, et c'est eux qui encaissaient. Bon, c'était des proxénètes du travail.